Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, et merci pour votre invitation, merci au gouvernement d'Andorre, et merci aussi à l'équipe animatrice et à Madame Ruff qui a merveilleusement préparé cette session et qui nous a très très bien accueillis hier soir, depuis hier soir. Alors, je vais parler d'un thème qui a déjà été un peu abordé par monsieur le chef du gouvernement, puisqu'il a parlé de mobilité, il a parlé d'enracinement, et c'est ce dont je parlerai. Donc, le titre de ma conférence, c'est Mobilité, enracinement et cosmopolitisme. Alors, pour dire d'emblée dans quelle direction je m'oriente, on présente souvent ces deux valeurs, la valeur de mobilité, la valeur d'enracinement, comme antithétiques, comme antagonistes. Notre monde globalisé engendrerait de la peur et engendrerait le repli, et donc un désir d'enracinement accru. Alors, mon orientation sera un peu optimiste. Je pense que ces deux valeurs ne sont pas forcément donc contradictoires. Il y a, en tout cas, il faut espérer des moyens de réconcilier donc ces deux éléments. Je pense que la réconciliation est surtout plus facile à l'échelle de l'individu. C'est un peu, donc je parlerai d'un cosmopolitisme surtout pour les individus. C'est un peu plus difficile, la réconciliation est plus compliquée à l'échelle justement des collectifs, à l'échelle des politiques publiques. Et il y a un sujet qui est brûlant aujourd'hui, c'est celui des migrations. Donc là, effectivement, en Europe, nous sommes confrontés à une mobilité énorme et à des peurs, à des tentatives, effectivement, de s'opposer à ces mobilités. Et donc, à l'échelle des collectivités, à l'échelle des États, des identités collectives, la réconciliation est beaucoup plus difficile. Mais enfin, voilà un peu mon orientation générale qui, malgré tout, je pense, a des aspects un peu optimistes. Alors, juste l'autre mot d'introduction pour présenter ces deux valeurs de mobilité et d'enracinement, je crois que ce sont deux tendances universelles dans l'esprit humain. Et il y a cette anecdote que je trouve très très belle de population indienne en Amérique du Nord au début du XVIIIe siècle. Et un jour, une tribu indienne apprend que des Blancs sont à proximité donc de la tribu. Et il y a deux attitudes qui apparaissent. Les uns veulent tout de suite sortir de la tribu et aller à la rencontre des nouveaux arrivants. Donc c'est le désir de mobilité, c'est le désir de rencontrer l'inconnu, de se confronter à autrui. Et puis il y a une autre partie de la tribu qui au contraire a peur de ces nouveaux arrivants et qui cherche plutôt à se replier. Donc je pense que mobilité, enracinement, c'est deux tendances fondamentales dans l'être humain, mais ces deux tendances, elles changent évidemment de sens selon les évolutions culturelles. C'est là où les valeurs, les cultures changent selon les époques, c'est-à-dire les mêmes structures mentales vont être modifiées par de nouvelles données politiques et culturelles. Alors donc il y aura trois parties, mobilité, enracinement et troisième point, le cosmopolitisme comme tentative de réconciliation de ces trois éléments. Alors, premier élément, donc, le monde de la mobilité, qui est un monde donc qu'on appelle aussi, je pourrais prendre le synonyme de mondialisation, sachant que la mondialisation, vous le savez, c'est un processus qui date peut-être depuis l'histoire de l'hominidé, quand l'homme africain est parti du Kenya et a commencé à marcher et a conquis toute la planète. Et donc, la mondialisation aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Et nous sommes, depuis les années 1980, dans une nouvelle étape de mondialisation, mais elle est extrêmement brutale, cette étape. Et effectivement, pour vous donner un point de référence historique, la mondialisation d'aujourd'hui, je pense, elle succède peut-être à la mondialisation. La grande étape antérieure, c'était il y a un siècle, entre 1820 et 1840, quand il y a eu la création simultanée du chemin de fer, du bateau à vapeur et du télégraphe. Et juste pour vous donner une comparaison, Internet, évidemment, c'est beaucoup plus qu'un télégraphe. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que depuis 1980, l'étape de mondialisation dans laquelle nous sommes est une étape beaucoup plus radicale, je crois, que toutes les autres étapes antérieures.
Et donc, dans cette étape de radicalisation de la mondialisation, les mobilités ont explosé. Donc, je vous donnerai quelques exemples des faits de ces mobilités extrêmement brutales, violentes. Mobilité, prenons, nous, universitaires, les mobilités universitaires. Il y a plus de 1 400 000 étudiants internationaux dans le monde, dont 700 000 Chinois. Mobilité touristique. En 1950, il y a 25 millions à peu près de touristes internationaux. Aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard de touristes internationaux. Mobilité de travail, avec donc les migrants économiques, qui sont à peu près 300 millions. Et dernière mobilité, dont parlera mon collègue Jean-Marie Charon, les mobilités, je dirais, immatérielles, les mobilités de la communication, ce que l'anthropologue indien-américain Arjun Appadurai appelle les mediascapes, la mobilité de l'information. Aujourd'hui, vous le savez, nous savons tout sur le monde, les moindres crises, les moindres guerres, les moindres naissances. Nous sommes des géants en termes d'information, mais évidemment des nains en termes d'action politique. Donc voilà au moins 4 éléments de mobilité, on pourrait en prendre d'autres. Ensuite, je dirais que derrière ces faits, il y a quelque chose qui anime ces faits, c'est l'imaginaire. Aujourd'hui, et on le voit avec les migrants qui viennent surtout d'Afrique, comme vous le savez, c'est l'imaginaire de la mobilité. Aujourd'hui, finalement, dans notre planète, tout le monde a plus ou moins ce désir d'être mobile. Ce désir d'être mobile, je remonte à un poète français qui s'appelle Charles Baudelaire, qui l'a dit de manière poétique, « Fuir, là-bas fuir, je sens que les oiseaux sont ivres ». Bon, ça c'est ce que dit le poète, mais aujourd'hui, cet imaginaire est donc le fait quotidien de presque de centaines de millions d'hommes, et je pense à cette anecdote d'un anthropologue qui racontait qu'à Douala, Cameroun, capitale du Cameroun, il y avait un salon de coiffure, et dans ce salon de coiffure, il y avait une sorte une reproduction, une petite lithographie, qui montrait une ville imaginaire, une ville qui ressemblait à la fois à New York et peut-être à Ankara, ou une ville turque. Et les gens qui allaient dans ce salon de coiffure, ils regardaient avec avidité donc cette ville de l'ailleurs, cette ville donc d'un ailleurs supposé être meilleur. Et aujourd'hui, voilà, il faut avoir en tête que, notamment en Afrique, vous avez des centaines de millions de personnes qui ont au quotidien le désir d'une mobilité, le désir donc d'aller ailleurs. Cette mobilité, donc, elle est valorisée aussi, je dirais, chez les Européens, chez certains Européens. Je pense notamment au maire de Palerme. Vous le savez peut-être, la Sicile donc reçoit beaucoup d'immigrants ou de migrants, qui sont pour la plupart en situation irrégulière. Et le maire de Palerme, qui s'appelle Leoluca Orlando, il a pris le parti des migrants et il a déclaré la mobilité comme un droit de l'homme, comme donc une obligation à devoir respecter. Et le maire de Palerme accueille chaque semaine donc dans le port de Palerme les migrants. Oui, je vous rappelle que ce droit à la mobilité, c'est un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 13. Droit de quitter tout pays, y compris le sien. Donc le maire de Palerme, effectivement, applique la charte de 1948 de l'ONU. Alors, après les faits, après l'imaginaire de la mobilité, je dirais qu'aussi il y a une théorie de la mobilité ou des théorisations de la mobilité. Il y a donc toute une série de penseurs qui ont valorisé ce thème. Alors, je pense en philosophie, par exemple, à quelqu'un qui est mort aujourd'hui, mais qui a exercé une importante influence intellectuelle et qui l'exerce toujours. C'était un philosophe français qui s'appelait Gilles Deleuze. Et Deleuze a inventé un néologisme qui s'appelle la déterritorialisation. Le fait donc d'évoluer dans un monde lisse, dans un monde du devenir. Et Deleuze a été un peu
un chantre, hein, un avocat donc, de cette mobilité tout azimut qui, à ses yeux, donc, était une valeur fondamentale. Je cite Deleuze, « Devenir, ce n'est jamais imiter, ni faire comme, ni se conformer à un modèle, fût-il de justice ou de vérité. Il n'y a pas de terme dont on part, ni auquel on arrive et auquel on doit arriver. » Donc, voilà, il y a une sorte de mobilité tout azimut, sans direction, mais qui est une sorte de nécessité impérieuse donc, de l'individu. Je pense aussi à un poète, lui aussi français, qui est mort il y a quelques années, mais qui est souvent cité dans toutes les théorisations de la mobilité, qui s'appelle Édouard Glissant, qui est un homme qui était issu de la Guadeloupe, enfin des îles françaises je ne sais plus si c'est Martinique ou Guadeloupe. Et Glissant a exalté lui aussi cette sorte de mobilité tout azimut donc, de l'humanité. Et dernier exemple dans les théorisations, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales, alors cette fois-ci donc du côté des sociologues, et notamment des sociologues des migrations, on parle aujourd'hui de mobility turn, dans le terme anglais, et ce mobility turn est notamment mis en œuvre, enfin mis en action par les spécialistes donc, des migrations internationales. Et les chercheurs qui se placent sous l'égide donc de ce mobility turn disent aujourd'hui la règle c'est la mobilité et c'est plus la sédentarité. Et donc dans ce champ des sciences sociales qui est celui donc des études sur les migrations internationales, le terme de migration internationale, vous voyez, aujourd'hui est récusé par ces chercheurs du mobility turn parce que pour eux, migration, ça implique que la sédentarité soit, je dirais, le concept majeur à partir duquel on pense. Aujourd'hui, les penseurs du mobility turn disent non, les gens qui bougent, c'est parce que ce besoin de mobilité, cette aspiration à la mobilité est beaucoup plus forte que la sédentarité. Donc aujourd'hui, dans l'étude des migrations, voilà, on abandonne le terme de migration et on préfère celui donc de mobility turn. Alors, ces quelques exemples, ces quelques éléments de théorisation aboutissent donc à une situation assez optimiste. Finalement, la mobilité produirait des choses plutôt positives. Or, vous savez que la tendance inverse existe, que devant cette mobilité, vous avez des théorisations inverses, pessimistes. Alors, dans les théorisations pessimistes, il y en a deux au moins qui ont, dans les sciences sociales, ou sciences sociales et humaines, sont devenues très très fortes. Il y a d'un côté un sociologue américain qui s'appelle Benjamin Barber, qui a écrit un livre très important, enfin, qui a eu un succès important en tout cas, et son livre c'est Jihad versus Macworld. Donc Jihad contre McDo et Macworld, ce serait disons le monde de l'informatique symbolisé donc par les GAFA américains. Donc, et un autre penseur qui adopte la même idée que Barber, c'est un penseur français qui a une formule très bien frappée qui s'appelle Régis Debray. Et Régis Debray nous dit la globalisation des objets, la mondialisation des objets, mais provoque la tribalisation des sujets. Donc, ces deux penseurs, c'est ce que je disais dans l'introduction, Barber et Debray, disent la mobilité engendre le repli, engendre des peurs, et donc les deux éléments sont contradictoires. Alors, avant de voir la possible conciliation, je vais essayer de voir un peu effectivement comment la question de l'enracinement, de la défense des identités culturelles, comment elle se pose. Alors, je dirais que le point central dans les théories de l'enracinement culturel, c'est un constat. Les contextes culturels, donc, sont producteurs d'identité. Nous sommes, nous, chacun de vous, chacun de nous ici, tributaires, dépendants de plus ou moins de la culture dans laquelle, évidemment, nous avons été formés. Alors, ces termes d'enracinement, d'identité, ils font quand même peur aujourd'hui. Ils font peur parce que c'est
dans un contexte culturel, au moins dans les 30 dernières années, le contexte culturel et intellectuel était plutôt libéral. Et les libéraux valorisent plutôt la mobilité et les identités fluides. Donc ces mots d'enracinement, ces mots d'identité étaient plutôt tabous. Or aujourd'hui, ils sont en train de revenir rapidement sur le devant de la scène. Même Emmanuel Macron, l'autre jour, à Copenhague, a quand même dit... Enfin, non, juste avant Copenhague, excusez-moi, il avait tenu des propos un jour ou deux avant, et Emmanuel Macron, qui passe pour un libéral, avait quand même dit il y a quelques jours, les identités ont besoin d'être affirmées, les identités culturelles ont besoin donc d'être défendues. Donc, je vais essayer de voir un peu comment effectivement on peut défendre la notion d'enracinement des cultures. Alors, je partirai d'abord d'une réflexion d'une philosophe qui est revenue à la mode à travers justement un titre, à travers un livre qui est son titre. Cette philosophe, c'est une femme assez extraordinaire qui s'appelait Simone Weil. Weil, alors c'est V-U... Est-ce que je ne vais pas me tromper là? Est-ce que c'est W? Oui, c'est W-E-I-L. Elle est morte en 1942, ou 43, je ne sais plus. Et elle a écrit, au moment, donc c'était la Deuxième Guerre mondiale, la France venait d'être battue, et elle a écrit un livre un peu qui se voulait un livre de combat pour aider en partie les Français à reprendre du courage. Et son livre, il s'est intitulé « L'enracinement ». Et Simone Weil disait que tout individu a besoin d'enracinement. Bon, je prends une phrase, « L'âme humaine a besoin, par-dessus tout, d'être enracinée dans plusieurs milieux naturels et de communiquer avec l'univers à travers eux. » Donc voilà, aujourd'hui Simone Weil donc, est remise sur le devant de la scène, notamment à travers ce titre, donc l'enracinement. Et je dirais qu'elle n'est pas la seule des penseurs importants à justifier une certaine forme d'enracinement. Il y a donc toute une série de pensées qui s'attachent à réfléchir sur l'être enraciné et protégé. Alors, je dirais que le premier de ces penseurs qui justifie un certain enracinement des cultures, c'est Rousseau. Rousseau, donc, a dit « L'enracinement, c'est la condition préalable, indispensable, pour que l'homme parvienne simplement à un but rationnel. L'homme ne peut être rationnel que s'il s'inscrit dans un certain enracinement culturel. » Alors, après donc Rousseau, je prendrai un autre personnage que j'ai déjà cité, Régis Debray, donc ce philosophe écrivain français. Debray a dit une chose sur laquelle on peut réfléchir. On ne produit du neuf, dit Debray, qu'à partir de ce que l'on est, à partir de ce que l'on a reçu. C'est un peu ce que monsieur le chef de gouvernement tout à l'heure a dit, entre autres. On ne peut pas produire du neuf en détruisant le passé. Donc, la construction de l'avenir a besoin d'une sorte de fondement qui est un certain passé préservé. Je donnerai aussi l'exemple de la philosophe d'origine allemande Hannah Arendt. Vous savez qu'Hannah Arendt, donc, quand elle a réfléchi sur le totalitarisme, elle a dénoncé le totalitarisme parce qu'à ses yeux, le totalitarisme, c'est l'idéologie politique qui prône la table rase. La table rase, donc, de toutes les identités du passé. Et ce totalitarisme, à ses yeux, et peut-être d'une autre, a engendré au XXe siècle dévastation et seulement. L'homme qui est privé du passé, disait Arendt, se trouve complètement alors démuni. Il n'a plus de stimulant pour être lui-même et sans le passé, disait Arendt, l'homme ne peut plus assumer le risque de la liberté. Et je terminerai une dernière réflexion sur cette nécessité d'un certain enracinement des cultures, voire même, en allant plus loin, voire d'une nécessaire fermeture des cultures. Alors, cette dernière opinion, que les cultures ne peuvent se échanger entre elles qu'à partir d'une certaine fermeture, qui a dit ça? Eh bien, c'est Claude Lévi-Strauss, qui pourtant a écrit des livres célèbres contre le racisme dans les années 50. Mais en 71,
Lévi-Strauss, devant l'UNESCO, a prononcé une conférence qui a été un petit scandale à l'époque, parce que dans cette conférence, Lévi-Strauss donc justifiait une certaine fermeture des cultures pour mieux pouvoir échanger. Bon, ça paraît un petit paradoxe, mais pourquoi Lévi-Strauss a mis en avant la nécessité pour les cultures d'avoir une certaine fermeture, de pouvoir opérer une certaine fermeture? C'est que Lévi-Strauss dénonçait, donc en 71, pour lui, ce qui était le danger majeur de l'humanité, qui était l'explosion démographique. Alors, s'il était là, il saurait qu'aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, que, effectivement, les Africains, en 2050, seront, je crois, plus d'1 milliard. Et donc, Lévi-Strauss serait encore plus effrayé. Mais je crois que ce qu'il faut retenir de sa position, parce que Lévi-Strauss était bien sûr favorable aux échanges culturels, et il a prononcé sa conférence à l'UNESCO. Mais il disait, les échanges culturels ne peuvent fonctionner que si les cultures peuvent quand même filtrer les échanges, peuvent les contrôler. Donc Lévi-Strauss ne croyait pas à une complète ouverture des cultures les unes sur les autres, il ne croyait pas à une mobilité culturelle donc infinie, et il justifiait donc une certaine fermeture. L'idée que les cultures ont le droit de se défendre, bon, je pense qu'on serait d'accord là-dessus. Défense jusqu'à quel point, jusqu'où, voilà tout l'enjeu. Les cultures ont besoin d'ouverture. Sans ouverture, elles meurent. Mais cette ouverture doit-elle être absolue ou doit-elle être conditionnelle? Bon, Lévi-Strauss disait elle doit être conditionnelle. Alors, après avoir vu ces aspects un peu théoriques, quels sont les terrains où aujourd'hui l'enracinement culturel est requis, enfin, où se situe-t-il? Bon, dans la culture, c'est la revendication de parler sa langue. Alors, vous savez qu'en 2005, par exemple, à l'UNESCO a été adoptée une charte de la diversité culturelle qui donc justifie la défense, la protection jusqu'à un certain point des identités culturelles. La culture, ça peut être sa religion. Les Polonais au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pardon, ont défendu leur religion, le catholicisme, comme un symbole donc de la culture polonaise. La culture, T.S. Eliot, le grand poète anglais, avait dit au XXe siècle, le grand fait culturel, ce seront les cultures régionales. Alors, il employait le terme culture régionale, mais en fait, on pourrait dire, donc, au XXIe siècle, le grand fait culturel seront peut-être les cultures nationales. Culture enracinée dans les territoires, hein, dans les années 70, à Toulouse, on disait vivre et travailler au pays. Et aujourd'hui, donc, certains architectes dans les villes cherchent à construire des villes plus communautaires, où on puisse tisser donc des liens humains plus forts. Vous connaissez les luttes dans le Chiapas ou les Indiens d'Amazonie, des luttes très locales qui sont au fondement donc d'une défense culturelle et politique d'identité locale très précise. Sur le terrain politique, dernier élément de l'enracinement, je dirais que ce qui correspond aujourd'hui politiquement au désir donc, de défendre des identités, c'est ce qu'on appelle en philosophie politique le républicanisme. Alors c'est un courant, le républicanisme, qui a été très développé ces 30 dernières années aux États-Unis et dans le monde, disons, anglo-saxon, avec un Canadien, Charles Taylor, un Américain, Michael Walzer. On peut dire qu'en France, Régis Debray est un peu un représentant de ce républicanisme. On parle aussi de communautarien. Et ce courant politique, ce courant de philosophie politique, pense que les valeurs partagées, le patriotisme sont des sources clés donc, de la vie politique au XXIe siècle. Taylor disait, à ses yeux, il y a 4 grandes valeurs politiques. Alors, je ne sais pas si vous y reconnaîtrez. La décentralisation, disait-il. Bon, c'était un Canadien, donc il était
sensible à l'aspect fédéral, la décentralisation, la solidarité sociale, l'autogouvernement participatif et le quatrième élément, donc, c'est, disons, le patriotisme ou une défense culturelle. Donc voilà un peu les positions de ce courant politique qui, effectivement, s'écarte de ce courant libéral qui avait plutôt dominé les années 1980-2010. Alors, ce courant néo-républicain, communautarien, il a peut-être ses expressions politiques aujourd'hui en Europe. Donc, est-ce que la Catalogne, est-ce que l'Écosse ne relève pas en partie donc, de cette revendication communautarienne ou républicaniste d'une défense donc politico-culturelle des identités. Alors, arrivé à ce stade-là, je vous ai dit comme dans l'introduction, on a l'impression que les deux valeurs de mobilité et d'enracinement sont plutôt en contradiction. Que plus il y a de mobilité et plus il y a d'enracinement, mais un enracinement de type fermé. Plus il y a de mobilité, plus il y aurait donc de repliement. C'est un peu donc ce que disait Debray. Globalisation des objets engendre la tribalisation des sujets. Alors, dans ce dernier point, sur le cosmopolitisme, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une solution peut-être plus optimiste que ce jeu à somme nulle entre la mondialité et l'enracinement. Alors, dans le cosmopolitisme, on peut voir les choses à deux niveaux. Le niveau de l'individu et puis le niveau donc des identités collectives. Au niveau des individus, je dirais qu'il y a aujourd'hui plusieurs formes de cosmopolitisme. Il y a, je dirais, un cosmopolitisme de la sphère de la upper, j'emploierai un mot anglo-saxon, de la upper class. Il y a un cosmopolitisme des 3000 personnes les plus riches de la planète qui sont parfaitement cosmopolites. Ce sont celles qui font vivre le marché de l'art contemporain. Et ces 3000 personnes, ils possèdent apparemment toutes les clés de la mondialisation heureuse. Ils possèdent les concepts, les connexions et les compétences. Donc, mais je ne vais pas parler de ce cosmopolitisme-là. Je ne parlerai pas non plus du cosmopolitisme à la Kant. Un cosmopolitisme avec l'universalisme des devoirs. Je parlerai d'un troisième type de cosmopolitisme, donc je précise bien à l'échelle de l'individu ici, un cosmopolitisme local, ce qu'on appelle le glocal, ce mélange de global et de local. Un cosmopolitisme donc local, vernaculaire, un cosmopolitisme au quotidien. C'est celui de vous et de moi, c'est celui des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui dans ce début du XXIe siècle. Alors, ce nouveau cosmopolitisme du quotidien, modeste, si l'on peut dire, je dirais d'abord qu'il répond à une loi anthropologique d'une ouverture minimale des cultures. Je l'ai dit à un moment donné, les cultures ne peuvent pas être totalement repliées et fermées sur elles-mêmes, sinon elles meurent. Donc, je dirais que toutes les cultures, à des degrés divers, laissent passer des éléments extérieurs et ces éléments extérieurs vont être filtrés de manière plus ou moins importante par les individus. Donc, dans ce processus de rencontre entre les éléments extérieurs et les éléments intérieurs, entre le mondial et le local, il va se produire, la rencontre produit un phénomène de créolisation, ce phénomène que beaucoup de sociologues, comme le sociologue Ulf Adnerz ou le sociologue Conclini, ont qualifié de créolisation. Et donc, on n'est absolument pas dans un monde plus homogène. Donc, l'idée de Régis Debray, qu'on serait dans un monde de plus en plus, donc cette globalisation des objets, d'un monde homogène, qui est la grande peur de certains devant la mondialisation, ça, je n'y crois absolument pas. Je crois que jamais le monde n'a jamais été aussi, je dirais, différencié. Il y a des éléments qui semblent apparemment homogènes. Vous trouvez des McDonald's, vous trouvez des Starbucks café, ou des chaussures Nike, ou des polos marqués Barcelone, un peu partout dans le monde. Mais c'est très superficiel, ça. Ça ne dit rien vraiment
sur ce que sont les identités culturelles. Donc, ce qui existe, en fait, ce sera donc le premier point sur ce cosmopolitisme modeste, vernaculaire, c'est un bricolage par les individus, donc de leur identité, et un bricolage en mélangeant les flux mondiaux et ce que sont les individus, ce que sont leur identité locale. Alors là aussi, je crois qu'il faut citer des exemples. Il y a un exemple que je trouve très intéressant, c'est par exemple la vogue de la musique pop japonaise et coréenne. Donc la pop, la K-pop, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est une musique très standardisée, donc qui semble apparemment un produit totalement uniformisé, vraiment un mauvais produit donc, de la mondialisation, un produit totalement global. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce produit est filtré, reçu, assimilé par ceux qui écoutent cette musique, cette K-pop. Et il y a eu un article que j'ai trouvé vraiment très, très passionnant de l'écoute de la K-pop par à la fois, c'était une enquête sur plusieurs sites, l'écoute de la K-pop par des Boliviens très pauvres de La Paz, qui vivent dans la partie haute, qu'on appelle l'O Alto. Et surtout, le chercheur prenait aussi l'exemple de jeunes filles de banlieue en France, jeunes filles de la banlieue parisienne, musulmanes. Des jeunes filles musulmanes qui portent le voile. Donc, a priori, on a l'impression que ce sont des jeunes filles voilà, qui se sont repliées dans leur identité religieuse, qu'elles sont fermées au reste du monde. Eh bien, ces jeunes filles musulmanes, elles se prennent de passion pour la civilisation coréenne et japonaise, et certaines d'entre elles vont s'inscrire dans Paris, dans un établissement qui s'appelle l'INALCO, qui est le grand établissement en France où l'on apprend toutes les langues et les cultures les plus exotiques. Et donc, elles vont s'inscrire dans cet endroit et elles vont essayer d'approfondir leur connaissance du Japon et de la Corée. Donc voilà ce qui me paraît être un très bon exemple, un exemple paradigmatique de la mondialisation modeste, vernaculaire, cette rencontre du local, de ces jeunes filles musulmanes en banlieue parisienne, et du global symbolisé par cette musique donc très standardisée de la culture de masse musicale globale. Ça veut dire que ce qu'il faut étudier, c'est le récepteur. Et le récepteur, tous ceux qui font un peu des sciences sociales, c'est, je dirais, la grande redécouverte des sciences sociales depuis 60 ans. Comment donc les individus sont-ils actifs dans le monde, dans le monde mondialisé, comment s'opèrent les traductions locales de ces flux mondiaux. Donc voilà ce qui me paraît un élément intéressant, que je prends un peu comme un paradigme, comment une réception peut être inventive, comment une réception peut permettre aux individus de se retrouver dans la mondialisation. Mais il faut que la réception soit active. Voilà. Donc cette réception, je l'appelle donc aussi cosmopolitisme modeste, c'est notre façon de nous orienter donc dans ce monde global. Ce monde global, finalement, vous voyez, ces jeunes filles, ce monde de la globalisation, il est à la fois familier et étrange. Et c'est ça notre destin à nous tous, c'est d'essayer de déchiffrer ce monde global qui est à la fois énigmatique, mais aussi compréhensible. Donc je dirais que cette compréhension du monde, elle est maladroite, elle est hésitante, elle est plus ou moins réussie. C'est un cosmopolitisme, je dirais, à tâtons. On comprend des fragments du monde. Même nous, universitaires, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde. On n'est pas omniscient. Mais je crois qu'on est tous obligés, dans notre époque, à essayer de comprendre les fragments du monde qui nous arrivent. Donc, comme je l'ai dit, ce cosmopolitisme modeste, ce n'est pas un cosmopolitisme forcément associé à de grandes idées, comme celle de Kant.
la paix universelle, la raison avec un grand R, ou l'humanité avec un grand H. Il s'agit donc d'un cosmopolitisme modeste, au quotidien, donc je l'ai dit, à tâtons. Les individus cherchent comment ils peuvent agir sur le monde. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent aussi d'un cosmopolitisme pragmatique. Vous savez, il y a cette philosophie qu'on appelle le pragmatisme, qui nous vient des États-Unis, qui est aujourd'hui très très puissant en sciences humaines. Le pragmatisme croit, peut-être parfois de manière un peu trop optimiste, mais enfin, fondamentalement, le pragmatisme pense que les individus ont une capacité à agir et une capacité donc à se repérer dans le monde. Et dans ce monde global, je crois que ces jeunes filles dont je vous ai parlé, mais aussi les touristes, vous et moi, quand nous allons un peu partout en Europe ou parfois plus loin, nous aussi, quand nous sommes touristes, nous essayons de manière plus ou moins approfondie de comprendre le pays dans lequel nous allons. Donc le touriste, c'est aussi un exemple paradigmatique de cet homme cosmopolitique, mais un cosmopolitisme modeste et plus ou moins réussi, parce que le tourisme, c'est aussi des expériences d'échec où on ne comprend rien à ce qu'on voit, où on n'a pas fait l'effort. Donc il y a du bon et du mauvais dans le tourisme, évidemment. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, qui est plus compliqué, ce serait la question des identités. Est-ce qu'on peut réaliser une transaction, une négociation réussie entre les identités collectives, celles que défendent en gros les États-nations, et puis les flux mondiaux. Flux mondiaux qui sont donc des flux d'objets, des flux d'informations, donc, et des flux humains, notamment les migrants. Alors, la première idée que je dirais, que j'avancerai, c'est qu'au XIXe siècle, il y a, lors de cette étape qui a été vraiment très très importante de la mondialisation, en gros, donc 1820-1860, qu'est-ce que c'était 1820-1860 ? C'est en gros le moment où les États-nations en Europe se constituent. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs, c'est une idée qui peut être évidemment critiquée, mais un certain nombre de chercheurs ont dit, mais finalement les États-nations, qui passent donc pour des constructions qui mettent en avant un certain repliement politico-culturel, par souci d'affirmation, les États-nations du XIXe siècle européen, ils se sont construits en même temps que la mondialisation des années 1820-1860, ce grand boom du capitalisme industriel de ces 40 années. Donc déjà, dans le passé récent, disons le 19e siècle, l'État-nation donc politico-culturel, qui défend une certaine identité culturelle, n'a pas été incompatible avec la mondialisation économique, en tout cas. Alors vous allez me dire, et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, est-ce que l'État-nation est-il capable de renouveler peut-être la même opération ? Vous allez me dire, et je prendrai l'exemple des migrations. Aujourd'hui, effectivement, les États-nations européens, presque, c'est la tendance, et c'est une tendance très forte, ne veulent pas, on le sait, accueillir l'immense majorité des migrants. Ils veulent en accueillir un certain nombre, un nombre limité, mesuré. Donc aujourd'hui, l'État-nation, effectivement, en Europe, est confronté à ce problème très aigu, donc d'une mobilité migrante massive, pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas l'État-nation européen, les États-nations européens n'ont pas inventé effectivement de politique. Mais je dirais que, et en ce sens, bon, c'est une petite prise de position, que cette résolution ne peut être opérée, malgré tout, il me semble, qu'à l'échelle de l'État-nation. Et la conciliation donc, entre la mobilité et le localisme me paraît toujours plus ou moins passer par cette échelle de l'État-nation, même si l'État-nation donc doit tenir compte aussi d'autres acteurs plus transnationaux comme les ONG, comme l'Union européenne, etc. Bon, j'ai conscience que là, sur ce dernier point, je suis dans une grande perplexité, peut-être comme vous, et que je n'ai pas de solution, mais
c'est vrai qu'en me référant au passé, même si le passé n'est pas notre table de la loi, au XIXe siècle, il me semblait qu'il était important de noter que la mondialisation du XIXe siècle s'était quand même produite dans le cadre de la montée de l'État-nation. Alors en conclusion, effectivement, il y a deux dangers dans le monde aujourd'hui, dans le monde des valeurs. Il y a le danger d'une absence de communication. C'est-à-dire quand on se replie, si on a un enracinement extrême, eh bien, on est dans le danger de ne plus communiquer avec autrui. L'identité culturelle devient un refuge, mais ça devient un refuge qui, à mon avis, n'est pas très pertinent, qui n'est pas très efficace et qui va s'effondrer. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas, je crois, opposer à la mondialisation un projet d'identité complètement close. Mais il y a aussi le danger inverse, bon, il faut le reconnaître, un danger d'un excès de communication, d'un danger d'un excès de mobilité. Bon, très sincèrement, là aussi je le dirais personnellement, je crois que Lévi-Strauss avait raison. Les cultures ne peuvent pas, enfin, il me semble, être complètement ouvertes à autrui. Pour pouvoir s'ouvrir à autrui, pardon, il faut un minimum, je dirais, de confiance en soi. Et cette confiance en soi, ça passe par un certain attachement à son identité culturelle. Donc, on est entre deux dangers, excès de communication, danger aussi d'un excès de repliement. Et donc, nous sommes tous, plus ou moins, des individus fêlés, avec des tendances contradictoires. Fêlés au sens, je vous cite cette citation de l'écrivain Francis Scott Fitzgerald, qui disait « Ce qui caractérise une intelligence de premier ordre, c'est son aptitude à garder simultanément à l'esprit deux idées contradictoires, sans pour autant perdre sa capacité à fonctionner. » Donc nous devons garder devant nous ces deux idées qui sont en tension, qui sont celles effectivement de la mobilité et de l'enracinement. Et je pense que à l'échelle des individus, cette conciliation est en partie possible. C'est, disons, l'élément optimiste que j'avancerai ce soir. Donc, à l'échelle des identités culturelles collectives, donc à l'échelle, par exemple, d'un État-nation, il est beaucoup plus compliqué de gérer donc, ces métamorphoses, ça j'en suis bien conscient. Il y a cette question de la gestion de la diversité culturelle. Il y a 70 ans, il y avait par exemple le projet européen, qui était une manière de gérer la diversité politique et culturelle de l'Europe, mais ce projet aujourd'hui paraît sérieusement patiné. Il y a d'autres projets, peut-être, moi qui suis francophone, il y a le projet de la francophonie, mais qui manque de visibilité. Donc on a du mal, c'est vrai, à pouvoir gérer correctement cette question de l'altérité culturelle. On la gère plutôt, nous la gérons, comme je vous l'ai dit, au quotidien, chacun d'entre nous. Mais à l'échelle, disons, des sociétés, il manque d'institutions pertinentes ou d'acteurs pertinents pour, je dirais, réaliser ce travail. Voilà, c'était ces quelques réflexions que je voulais vous soumettre et je vous en remercie.